Hello, bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je me trouve pas dehors, mais je suis chez moi pour vous présenter cette nouvelle vidéo. Il y a quelques temps, j'ai eu l'occasion d'aller faire la dernière visite du plus grand bunker de Suisse, la forteresse de Dailly, un site géré par la CIPAD. Ils en ont fait un musée de fou. Moi, j'étais pas prêt à voir ce que j'ai vu. Et ben franchement, ce bunker qui est déclassifié, mais qui a fait pendant des décennies des rumeurs, des mythes de fous comme « Hey, tu sais quoi? Dans la montagne, il y aurait plus de 100 km de galeries !» Non, non, il n'y a pas 100 km de galeries. Il y en a à peu près 25 km. « Hey, tu sais quoi? Il y a même un funiculaire dans la montagne !» Il y a bien un funiculaire dans la montagne. Je l'ai vu, vous allez le voir en vidéo. Franchement, incroyable. Eh hey mec, tu sais quoi? Il y a des armes partout dans cette montagne. Il y a des gros canons, des gros trucs de fou qui tirent dans tous les sens. Il y a bien des canons dans cette montagne. Et moi, j'ai eu l'occasion de voir le T1, la tourelle numéro 1, avec son laboratoire de préparation de munitions, ainsi que son poste de commandement et... franchement, tout ça. Et même une galerie de 200 mètres de long. Vous êtes prêts à venir voir cette vidéo avec moi? Ah non, stop, il fallait que je dise un truc encore avant que j'oublie. Non, je vais pas l'oublier. Franchement, merci à CIPAD d'avoir déjà autorisé à filmer à l'intérieur. Et la CIPAD n'a pas fermé ses portes. Elle se trouve maintenant en dessus de Dailly, au secteur des Planeaux, pour vous montrer un musée un peu dans le même genre de la forteresse de Dailly. Mais franchement, allez voir ce site. Vous pouvez déjà réserver en ligne dès aujourd'hui, dès maintenant, une visite sur www.cipad.ch. Ça c'est fait. Bon, moi je vous laisse. Allez regarder une sans autre cipad.ch. Instagram et Facebook, ils sont dessus. N'hésitez pas à aller jeter un œil. Moi, je vous dis à tout de suite pour la vidéo. Et mettez un pouce j'aime. On y va? Let's go! Avant d'aller à l'intérieur de ces magnifiques galeries, des galeries telles que la galerie des Rossignols, le T1, la salle de préparation, tout ça, j'ai quand même vous expliquer d'abord pourquoi avoir construit un fort à cet endroit et pourquoi avoir construit des forts en Suisse. Pour ça, il faut revenir en 1939. En 1939, le début de la Deuxième Guerre mondiale fait rage à nos portes, à nos frontières. À ce moment-là, même la Suisse qui est neutre, il fallait la protéger. Protéger la Suisse à tout prix d'un passage de l'ennemi ou de l'invasion de l'ennemi. C'est à ce moment-là que l'état-major suisse décida de créer le Réduit national. Qu'est-ce que le Réduit national? Le Réduit national englobe les forteresses de Saint-Maurice, les forteresses du Saint-Gothard, Sargans,
et d'autres positions telles que Savaton et la forteresse de Daï. Plusieurs centaines de galeries creusées à l'intérieur des Alpes, en Suisse romande, en Suisse alémanique. Autant de tonnes de béton et de ferraille pour la construction de bunkers, de forteresses. Et bien sûr, tout autant d'armes dissimulées, des fois même dans des chalets ou des villas, qui faisaient office de bunkers. Mais revenons à Daï. Cette forteresse située en dessus du village de Morcle, située en dessus de la forteresse de Savaton, qui est reliée elle-même entre les deux par un funiculaire, le seul funiculaire entièrement souterrain d'Europe. La construction des forts dans le Valais date de 1831 avec les constructions du four. Les constructions du four construites directement dans l'axe situé à Saint-Maurice, le passage obligé pour traverser le Valais. C'est suite à cela que l'état-major des armées, l'état-major de l'armée suisse, décida d'utiliser cette importante stratégie militaire, ces importants blocages de routes, de passages obligés, et utiliser ceci pour protéger la Suisse. Un peu comme la ligne Maginot en France. La construction de Fort de Daï ne date pas de la Première Guerre mondiale, mais bien avant, en 1892. Actuellement, c'est la plus grande forteresse de Suisse. C'est la forteresse la plus importante avec le système d'armement le plus perfectionné de Suisse. Vous allez voir tout ça en images, un funiculaire, une salle de préparation, des magasins de munitions et des canons. Tout ça lors de cette vidéo. On va commencer par le funiculaire et ensuite on continuera cet exploit. Allez, on y va. Le funiculaire de la forteresse de Daï qui relie Savaton à Daï, qui est 400 mètres au-dessus de Savaton, c'est le funiculaire le plus raide du monde et également le seul funiculaire qui est entièrement souterrain. Mais pourquoi l'armée décida de construire un tel funiculaire à l'intérieur de la montagne, entièrement souterrain? Comme je l'ai dit, seul funiculaire de ce type en Europe.
Premièrement, il a été construit pour protéger les hommes qui reliaient Savatan à Daï et de Daï à Savatan pour ne pas les exposer au feu de l'ennemi, à un feu éventuel. Et également, ils ont profité de cette infrastructure en elle-même pour transporter plein d'autres choses. Il est le funiculaire le plus raide d'Europe, avec une déclinaison de 102%. Il fait une longueur de 560 mètres et en vitesse 1, il met 7 minutes et 30 secondes et peut transporter 1800 kg de matériel. Par contre, en vitesse 2, il met 12 minutes, mais a la capacité de transporter 3600 kg, 3,6 tonnes de matériel. La capacité des wagons est de 18 personnes, donc 18 soldats avec leur armement et pactage pouvaient être sur le funiculaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que Daï et Savatan ne sont pas reliés que par le système de funiculaire. Mais ils s'entraident mutuellement entre l'eau et l'électricité. Je vous explique tout ça. Savatan avait, lui, deux gros moteurs diesel et garantissait l'électricité au fort de Daï. Et Daï, eux, garantissaient l'eau avec un réservoir de 2,5 millions de litres. Comment ils ont fait? C'est qu'ils ont utilisé le système du funiculaire, donc la tranchée couverte du funiculaire, pour monter l'électricité au fort de Daï et mettre des tuyaux qui descendent au fort de Savatan pour leur garantir de l'eau. Le funiculaire ne transportait pas que des hommes ou du matériel, il transportait également la nourriture. La nourriture qui était préparée par les troupes au fort de Savatan. Il y avait une boulangerie qui pouvait fournir jusqu'à 800 kg de pain journalier. En 2012, les wagons ont été remplacés par deux wagons plus modernes avec une infrastructure fermée pour garantir la sécurité des touristes et des soldats qui s'y trouvaient encore. Il y aurait même eu un projet un peu fou à l'époque qui garantissait de prolonger la ligne du funiculaire jusqu'à Lavey-les-Bains. Un projet qui n'a jamais eu lieu. L'atelier. Un atelier à la grandeur du canon de 15 cm, dit T1. Ici, il y avait un stock énorme de pièces qui garantissait de rester en autarcie pendant plusieurs mois, autonome, sans sortir du fort de Daï. Il y avait même la possibilité de créer de nouvelles pièces, des pièces qu'il n'y avait plus en stock, avec cette forge et ce tour qui servait à créer et à remplacer les petites pièces allant de l'écrou à la plus grande vis du canon, même allant jusqu'à créer une nouvelle bouche de feu. Les soldats qui travaillaient à l'atelier étaient souvent maréchal ferrant, forgerons,
mécaniciens sur automobile ou sur tracteur, et même des agriculteurs. Il y avait 2 canons. Le premier canon qui était placé 50 mètres au-dessus de l'atelier et ce canon de remplacement qui servait à être remplacé tous les 1000 coups. Pour remplacer ce canon, il y avait ce puits d'acheminement. Ce puits servait de 1 à monter les soldats au canon qui était 50 mètres en dessus, mais également à descendre le canon. Je vais vous expliquer comment il démontait le canon pour le remplacer ou le réparer. Donc ici, pour commencer, on voit cette petite nacelle, ce genre de petit funiculaire qui descend. À l'intérieur, 2 hommes. Là, on voit qu'il démonte le système d'accès, le système du funiculaire pour le retirer du rail. Ils avaient un outillage spécialement conçu pour ce genre de travail. Là, on voit ces 2 hommes qui tirent, et là, un homme qui enlève le câble qui tire le funiculaire en haut du puits. Là, ils la sortent complètement du rail. 3 hommes étaient nécessaires pour effectuer ce travail. Ici, ils enlèvent les gonds pour descendre le canon, pour le mettre en position de retrait. Là, on le voit descendre. Ici, plusieurs hommes travaillent pour enlever les parties qui ne sont pas à remplacer ou à réparer et ils les laissent sur place pour pouvoir après les remettre. On voit ici 2 autres hommes qui mettent une sorte de rail, un rail qui est un rail supplémentaire pour pouvoir monter le système qui descendra après le canon. Donc là, on met des gros boulons, un travail assez pénible car les matériaux de l'époque étaient très lourds. Ça, c'est le système qu'ils utilisent pour descendre le canon. Là, on voit le système qui monte. C'est le rail qui sera utilisé pour démonter, pour descendre le canon jusqu'à l'atelier. Là, on le voit qui vient jusqu'en butée. Et là, maintenant, ils peuvent descendre le canon. Voilà comment schématiquement le canon descendait jusqu'à l'atelier. Voilà le canon qui rentre à l'intérieur de la montagne, à l'intérieur du système. Et là, le canon peut descendre gentiment jusqu'à l'atelier. Un travail à faire avec précision. Là, il y a un homme en bas qui assure la réception du canon. Après que le canon soit arrivé en bas, il peut être réparé, remplacé, même graissé. Et tout ça, ça se faisait directement dans cet atelier où ils avaient vraiment l'outillage pour faire ce genre de travail. C'était un petit funiculaire, une petite train à crémaillère. Il descendait, comme je disais, il descendait où il remontait le canon. Il pouvait également monter avec une caisse à outils pour réparer les petites pièces directement sur place. Pour rester en autarcie complète, ici l'atelier avait également un outillage complet, un outillage, on va dire un outillage d'horloger, mais pour le canon. Un outillage qui est utilisé uniquement ici dans cet atelier.
le poste de commande des tirs, appelé aussi plus précisément le CPT. C'est sûrement l'endroit le plus stratégique du fort de Daï, l'endroit où se calculaient les tirs pour la tourelle de 15 cm. Ils étaient calculés avec une telle précision grâce au matériel électromécanique qui date de 1962 et qui actuellement pourrait encore fonctionner. C'est la première installation de ce système électromécanique qui a été mis en place en 1962 au fort de Daï. Le canon était dirigé depuis cette salle. L'azimut, la durée de vol, l'élévation du canon, et la table de calcul où se trouvait le soldat qui calculait la distance de tir. Je vais vous expliquer les ordres de feu. En action, nouveau but, fusée en acier, charge position 3, nombre de coups 20 toutes les 2 secondes, dérivée OK, durée OK, distance OK, ordre de feu supplémentaire, un feu de vitesse, OK, arme déverrouillée, validation du coup de feu et feu. Donc là le canon il tire un coup toutes les 2 secondes. Donc là on voit un coup 1, 2, 1, 2, etc. Donc on voit bien les coups qui partent toutes les 2 secondes, des obus de 15 cm qui peuvent aller jusqu'à une distance de 40 km. Là on voit que c'est vide, que tous les coups ont été tirés. Les 20 coups en 40 secondes ont été tirés. Et là on voit les impacts des obus d'acier qui explosent en dessus du sol pour une charge dirigée contre le sol. Il devait être d'une précision horlogère.
car le tir pouvait être placé au mètre près, voire même au centimètre près de la coordonnée calculée par le soldat qui s'occupait de ça. Dans le civil, ces hommes étaient soit horlogers, architectes, géomètres, des métiers de précision, car ce poste demandait une telle précision et une telle concentration que pas tout le monde pouvait effectuer ce poste militaire. Après avoir donné la distance, le vent, la situation météorologique, il donnait une plaquette de charge correspondant au tir, qui transmettait au commandant de tir. Dès que l'azimut et l'élévation du canon étaient prêtes, étaient rentrées dans le système, le canon se mettait à bouger, à tourner, comme ceci. Quand la batterie est prête, quand la tourelle est prête, le commandant de tir demande à l'observateur qui est dehors en lui disant l'ordre suivant. Batterie prête. L'observateur, lui, va répondre par tirer. À ce moment-là, le coup, il part. Ces tirs ont été effectués lors du dernier cours de répétition du régiment de Forteresse 19 en juin 1994. Les pièces de Forteresse montrées dans ce film ont été retirées de l'armement lors de l'entrée en vigueur de l'organisation Armée 95. La salle de préparation est sans doute la partie la plus stratégique de la tourelle T1, la tourelle de 15 cm. C'est à cet endroit qu'on prépare les obus, qu'on met les charges et les tempeurs pour chaque tir. C'est ici également que les hommes préparent les obus sur ce tapis roulant. Il faut savoir que ces obus sont préparés à la main. Chaque soldat savait exactement quel poste il avait et savait exactement ce qu'il devait mettre, ce qu'il devait faire. Dans cette salle, il y a 20 casiers où les obus étaient stockés. 20 casiers avec chacun un code couleur. Ce code couleur correspond à la charge utile
qu'il y a dans chaque obus. Cette salle est une machinerie à la chaîne, avec un tapis roulant, et une sorte de tourniquet qui monte les obus 40 mètres plus haut. Un système unique qui monte les obus 40 mètres plus haut avec ce sort de tapis roulant en colimaçon. Comme je disais, chaque soldat avait une place précise, avait un ordre précis et devait effectuer les ordres donnés. Il y avait en tout 18 soldats, 2 officiers et 4 soldats dans la salle de donnée d'ordre. Ce qu'il faut savoir, c'est que le canon est 100% automatisé. Il y a en haut 2 hommes pour un simple contrôle, pour pas qu'il y ait un problème. Mais le canon est automatique et tire 22 coups minutes à maximum de distance de 40 km. Le magasin de munitions est sans doute la partie la plus importante de la préparation des obus. Il y avait exactement 2 magasins. Dans le magasin numéro 1, il y a 240 casiers ouverts et peut contenir 26 obus, ce qui fait un total de 6240 obus, en sachant qu'un obus pèse 42 kg. Mais dans le magasin sont stockés également les fusées, ce qui réduit le nombre d'obus à environ 5400 obus. Et ce qui est pour le magasin numéro 2, il y a exactement 228 casiers. Mais des casiers fermés. Et là sont stockés uniquement le stock de poudre propulsive.
La galerie Rossignol, une des plus longues galeries du fort de Dailly. Elle fait environ 200 mètres. Elle se trouve à 50 mètres à l'intérieur de la montagne. On ne voit pas le bout de cette galerie. Dans cette galerie se cachent beaucoup de salles. Il y a 3 matmags et magasins de matériel, dont 4 canons de 10,5 cm. Cette batterie avait une portée de 18 km. Elle était située au nord de Dailly et pouvait tirer sur toute la région du Rhône. Rossignol cache également un PC de tir et beaucoup de pièces de vie. On se trouve maintenant à l'extérieur de la forteresse, pour voir cette cabane, qui n'est pas une cabane, mais c'est la cabane qui cache le canon de 15 cm qu'on a pu voir précédemment lors de la vidéo. Une cabane qui tourne sur 360 degrés. Une cabane qui ressemble à une cabane de forêt, un chalet alpin. Mais en fait, il y a un canon. Et ce canon, il tire à 40 km. Et ouais, c'est déjà terminé, la vidéo est finie. J'espère qu'elle vous a plu. Mettez un pouce j'aime, ça fait plaisir. N'hésitez pas à aller vous inscrire pour aller voir le secteur des Plano. C'est un peu le même genre de site que ce que je vous ai montré. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas également à partager cette vidéo si elle vous a plu, à commenter. Si vous avez des questions sur ce fort, n'hésitez pas à les poser directement à Cipad. Ils sont sur Instagram et Facebook. Également, vous pouvez les poser directement à moi, j'y répondrai au mieux. Moi, je vous dis à bientôt. Ah non, j'allais oublier un truc. J'oublie des trucs. Moi, je remercie également toutes les personnes qui m'ont aidé pour cette vidéo. Un grand merci. Ils se sont juste après les remerciements. Donc, compte là-bas. Ouais, pour vous, c'est dans l'écran. Moi, je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye, ciao ciao.